Durite, vilebrequin, joint de culasse, piston. Vous pensiez ce vocabulaire réservé aux hommes? C'est une erreur. La passion pour la mécanique n'a pas de sexe. Et pourtant, avec seulement 1% de mécaniciennes en France, elles sont très peu à en avoir fait leur métier. Nous avons justement trouvé et suivi ces perles rares. Sandra, la mécanicienne spécialiste des 4x4 de rallye. Ça y est, il est là. Il est là. Morgane, la spécialiste du covering. Plaque d'abord là-haut. Mathilde, l'ange de la route. Là, on est en train de démonter les roues pour accéder à l'embrayage. Laïa, la mécanicienne poids lourd. C'est bien d'avoir des petites mains. Comme ça tombe dans le trou, hop, ça passe. Karen, la passionnée de moto. Il y a du dépôt partout. Il y a plusieurs choses qui n'ont pas été faites sur cette moto, c'est sûr. Aurore, la surdouée de la carrosserie. On mélange. Aurélie, l'experte en pneumatique XXL. Même si le client il est pressé, il faut quand même mettre un petit coup de nettoyage. Ou encore Alicia, la mécano au grand cœur. Ces spécialistes de la mécanique vous feront partager leurs missions. Des missions qui sont parfois périlleuses. Alors, sortons déjà sans se faire couper en deux. Et là, tu vois, je quitte pas la route des yeux parce que si une voiture fait une mauvaise manipulation, ça peut très vite devenir dangereux. Voilà. Des travaux qui demandent beaucoup de patience. Le problème, c'est que moi, je ne trouve pas la crevaison. Je suis en train de caler un carton parce que j'ai pas envie que le cata tape dans le radiateur. Mais aussi de la force. Sur certaines réparations, il faut un peu sortir les bras, mais souvent, il faut quand même y aller un peu doucement parce qu'on a vite fait, au final, de faire plus de dégâts que de réparer. Ou encore de la dextérité. T'es pas assez basse. Vous allez découvrir le quotidien les mains dans le cambouis et la tête dans le moteur de ces 8 femmes exceptionnelles. J'ai peur pour la culasse. C'est pas bon. Il n'y a rien qui bouge, quoi. Entre mauvaises surprises Changer des bougies, ça prend 10 minutes. Je me retrouve à faire ça depuis 20 minutes. Merci Laïa. Bon, ben voilà, on est dans la vraie merde du métier, là. Je vais devoir tout recommencer. Et petite victoire. Moi, ça me paraît pas mal. Elle nous aime pas. Elles n'ont qu'un mot d'ordre, être les meilleures. C'est vrai qu'on peut avoir des tendances un peu maniaques. Tout en gardant le sourire. Voici les reines de la mécanique. Au sommaire aujourd'hui, des belles voitures et encore des belles voitures. Morgane, notre spécialiste du covering, a 3 projets sur des voitures à 200 000 €. La jeune femme n'a pas le droit à l'erreur. Je me mets une pression à chaque fois en me disant faut que je tire bien mon film pour pas qu'il y ait de décollement. Tire vers toi, là. Des belles voitures, mais aussi des poids lourds. Laïa va réaliser un des plus gros challenges de sa vie professionnelle, changer un embrayage sur un 38 tonnes. Merci Laïa, super. Ça bouge ou pas? Il n'y a rien qui bouge, quoi. Nous découvrirons également les talents de mécanicienne de Mathilde, la dépanneuse. On a un voyant stop. Je crois qu'on roule sans eau, madame. Hein. Pour Aurélie, la dépanneuse de pneus XXL, c'est une course contre la montre qui se joue. Donc là, j'ai pas le choix, il faut que je tombe les roues intégralement. Là, on est sur la roue qui pèse à peu près 100 kg. Comme le timing, il est très court. Donc, il va falloir que j'aille daille. L'essentiel, c'est d'avoir bien serré les roues. Hein. Non, je plaisante. Avec Alicia, une petite panne va devenir un gros challenge. J'ai mon petit morceau de caoutchouc qui est dedans. Il est resté sur ma bougie. Ça, c'est bête, ça. C'est aussi le cas d'Aurore, qui va devoir effectuer une réparation sur une peinture métallisée, la peinture la plus compliquée sur laquelle travailler. Sur des teintes qui sont métallisées, on risque d'avoir des écarts de peinture, de nuances, parce que les paillettes se placent d'une façon ou d'une autre. Karen, elle, a une nouvelle enquête à résoudre sur une moto qui ne passe plus ses vitesses. Quand je me penche à droite, hop, il visse. Et si je me penche à gauche, il dévisse. Hein, c'est pas la classe? C'est quand même trop bien, ce truc. Moi, je suis une vraie gamine. J'adore tous ces trucs. Je suis comme les enfants. Direction maintenant le sud de la France, où nous retrouvons Laïa. Je m'appelle Laïa Vonnet, j'ai 27 ans. Je viens d'Espagne, je fais des mécaniciens poids lourds.
Pour Laïa aujourd'hui, un chantier d'envergure et inédit. Celui-là, tu changes l'embrayage sur celui-là. Il y a l'embrayage à remplacer. Le devis il a été fait, toutes les pièces normalement elles sont reçues, elles sont les pièces du jour. S'il y a quoi que ce soit, tu me demandes. Ok. C'est bon pour toi? Ouais, donc je bascule la cabine pour Je suis la cabine pour accéder à tout le tour de boîte. C'est en effet la première fois que Laïa s'attaque à l'embrayage d'un camion de 7 tonnes. Sur ce type de véhicule, les pièces de l'embrayage et de la transmission font partie des composants mécaniques les plus imposants et les plus lourds qu'on puisse trouver sur un véhicule, jusqu'à 300 kg pour la boîte de vitesse. Un challenge pour ce petit bout de femme. Transmission. Ouais. Transmission. Tu as le tour de boîte, tu mettras le plateau en place. Et après, tu me diras, je mettrai quelqu'un avec toi pour te filer la main ou je viendrai de moi. Il faut bien la sangler. Oui. Okay. C'est la seule chose qu'il y a à faire, il faut que tu me donnes un gelot. Okay. Je lui donne un gelot. Ouais. Tes 2 tuyaux liquides au fraissement histoire. Ok. Si tu as besoin de moi, tu veux me chercher s'il y a quoi que ce soit. Ok. Ça marche. Merci. Cette prestation, qui requiert de la maîtrise et une certaine force, doit prendre la journée entière, car elle nécessite 10 étapes obligatoires de démontage avant d'accéder à ce disque d'embrayage. Pour des raisons de sécurité donc, Laïa sera accompagnée d'un collègue. On va voir le capot, hein. Simple. On vidage le radiateur. Là, on laisse couler et on va commencer à démonter les arbres de transmission. On va tomber l'arbre de transmission. Vas-y, fais une quantité. Attends. Voilà, barre maintenant, comme je t'ai dit, et tu le décolles. Des à-coups, tac, tac, des à-coups. Voilà. Fais-le rentrer, c'est bon, lâche-toi. Je le tiens, n'aie pas peur, je le tiens. L'arbre de transmission, un énorme cylindre qui tourne sur lui-même lorsqu'il est actionné par la boîte de vitesse. Son rôle consiste simplement à faire tourner les roues motrices du camion. Et quand on connaît la puissance délivrée par ce type de véhicule, il vaut mieux du lourd. Je commence à me sortir le tour de boîte, donc je fais 1, 2, 3 et 4, juste ces 4 pour le moment. Laïa s'attaque ensuite au démontage du tour de boîte. C'est en quelque sorte l'écrin très solide lui aussi, renfermant toute la machinerie de la transmission. Une pièce de taille monumentale. Mais avant cela, place à la vidange du liquide de refroidissement pour avancer sans être noyé. Ouais, ça y est, sort. Vas-y. Merci Laïa, super. Merci Laïa. Trop tard. C'est pas très grave. On va monter en haut, on va défaire le reste. Allez, on va faire le contour de boîte. Pour faire justement le contour de boîte, il faut repasser au-dessus du camion et démonter préalablement le filtre à air. Vient ensuite le moment délicat de faire tomber la boîte de vitesse. Mais cette pièce de 300 kg est si imposante que Laïa et son collègue doivent s'aider de sangle et de vérin. Urge, monte jusqu'en haut. Vas-y. On est bien obligé de monter. Vas-y, doucement, vas-y, plaque. Plaque, Laïa. Encore léger, hop, ne bouge plus, c'est magnifique. Bon, on va sortir la boîte à vitesse, mais par sécurité, tu restes bien derrière. Voilà, ce que je voulais. Alors, tu fais attention là. Voilà, c'est bon, ça vient. Impeccable. Et là, on baisse la boîte à vitesse légèrement, en surveillant les côtés et les tuyaux en haut, au cas où on en aurait oublié, ce qui peut arriver. Attention à toi. Voilà, ça suffira. Voilà, donc maintenant on va effectuer des poses de la butée. La butée d'embrayage, une pièce cruciale pour le bon fonctionnement de la transmission. En effet, lorsqu'elle est commandée par la pédale d'embrayage, elle exerce une force sur le mécanisme, libérant ainsi le disque et permettant le changement de rapport. En fait, ça, c'est ce qui gère les déplacements de la butée. C'est ce qui gère, ouais, exactement. Ok. Vas-y, tu peux l'enlever. Dépose-le. Voilà, et tout ça, c'est bon. Alors, généralement, quand tu démontes, tu jettes quand même un coup d'œil vite fait, là, voir s'il n'y a pas de l'huile. Voilà, il n'y en a pas, donc je n'expile aucune fuite, c'est bon. Laïa s'attaque ensuite aux gros morceaux de cette réparation. Démonter le disque d'embrayage ainsi que le volant moteur. Ouais, je vais aller chercher le centreur, on va se sécuriser complètement. Le centreur, comme son nom l'indique, permet d'aligner toutes les pièces les unes aux autres autour d'un même axe pour qu'au remontage, les pièces soient centrées. Et c'est là où l'aide de son collègue est plutôt la bienvenue.
Si le volant moteur d'une voiture classique pèse entre 5 et 10 kg, celui d'un poids lourd dépasse facilement la vingtaine de kilos. Et ensuite, on va démonter le roulement pilote. Le roulement pilote, ce tout petit cylindre est d'une importance primordiale pour le bon fonctionnement de la transmission. C'est lui qui centre et guide l'arbre de transmission, cet axe qui, actionné par la boîte de vitesse, renvoie la puissance aux roues motrices. Voilà là aussi une tâche pour le moins ardue pour Laïa. Ce roulement, fermement comprimé sur son axe, nécessite un peu de poigne pour le faire sortir de son logement. Ça bouge ou pas? Il n'y a rien qui bouge, quoi. Impeccable. Impeccable. Allez, arrête. Demande encore là. Lâche-toi. C'est pas grave, c'est normal. C'est parce qu'il est coincé. Il n'est plus de ce monde. Alors, toujours avec... Voilà, jamais avec un vrai marteau. Là, tu l'abîmes pas. En effet, pour ne pas faire d'impact sur le métal, il faut utiliser un marteau en plastique ou en bois. Voilà, maintenant on va changer la PWM. La PWM, qui permet de contrôler l'écoulement des fluides dans la transmission, est directement arrimée sur la butée. Là, on est en train de remettre la butée en place. Et après, ensuite, on va la comprimer pour avoir plus de facilité pour remonter l'embrayage. Là, c'est bon. Voilà, elle a vérifié, la butée ne ressort plus, donc il n'y a plus de sortie d'air, on est bien. Tout ça, c'est bon, la boîte, c'est fini. On n'a plus rien à faire dessus pour le moment, donc maintenant, on va remonter le plus lourd. Après avoir démonté les pièces une à une, il est temps de changer l'embrayage et remonter les pièces. Ouais, c'est bon. Allez. Là, c'est lourd. Hein. Là, il y a du lourd. Voilà, se le poser là, je vais le récupérer après. Le disque en premier. Et ensuite, on installera le mécanisme qui va avec. Et on pourra tout serrer, puisqu'on a déjà mis le centreur. À l'aide du centreur précédemment placé, Laïa n'a aucun mal à remettre le système d'embrayage. Allez, c'est bon. Voilà, c'est fini. On risque plus. Voilà, on peut dire que l'embrayage, le kit d'embrayage est remis en place. Allez, on va remettre la boîte en place et maintenant ça va être pas une partie de rigolade. Continue, continue. Quand tu es fatigué, tu t'arrêtes un peu parce que c'est pas évident. Donc là, on va faire une technique à moi qui est toute simple, se servir d'une sangle pour pression sur la boîte pour pouvoir la faire avancer. Tranquillement et doucement, sans forcer. Sans oublier que cette sangle peut tirer capacité énorme. Le remontage de la boîte est pour le moins compliqué. En plus de devoir déplacer des pièces extrêmement lourdes, il faut être minutieux pour conserver la partie mobile dans le bon axe. C'est question de temps. Et voilà, on l'a vu. Voilà, là j'ai les boulons qui prennent, ça veut dire que ma boîte elle est en place. Avec cette technique, Laïa et son collègue ont pu en quelques secondes réenclencher la boîte de vitesse face au système d'embrayage. Voilà pour ça. Retour désormais au-dessus du camion pour terminer le remontage du tour de boîte et replacer le lourd arbre de transmission. Enfin, voici l'étape la plus simple, mais toutefois encore physique, remettre la cabine en place. La boîte à air remontée, l'heure est au check électronique via une valise diagnostique, pour s'assurer que tout fonctionne correctement. Ok, là il va tout me dire, voilà, là il va s'éclairer en vert. S'il n'est pas en vert, c'est qu'on a fait une connerie. Voilà. Super, c'est tout bon.
Merde, ça me met Si je ne mets pas par terre, c'est bien aussi. C'est du liquide refroidissement. J'ai fait les niveaux comme on a vidangé quand on a ouvert au niveau de la boîte. Du refroidisseur de boîte. Du coup, je suis obligé de faire un niveau complet. Là. Donc je remplis jusqu'à que j'arrive au maxi. Aucun défaut d'allumé. Impeccable. Bon pour la route. On est bien. Une bonne fin de journée, on va pouvoir se laver les mains, rentrer tranquillement à la maison. Il aura fallu 9 heures de travail à Laïa et son collègue pour changer l'embrayage du camion. Mais même l'effort physique que cela demande n'entame pas la passion de la jeune femme. Bon, ben voilà, c'était fatigant aujourd'hui, mais on s'en vient de sortir. Donc, finie journée, et là, demain, plus et mieux. À Couches, en Saône-et-Loire, c'est le début de journée pour Aurore, carrossière passionnée. Je m'appelle Aurore Vieillard, j'ai 30 ans. Je suis carrossier peintre à mon compte depuis 8 ans. Ce matin, Aurore a de la peinture à réaliser sur un pare-choc accidenté qu'elle a déjà réparé en le mastiquant et en le ponçant. Mais le challenge est plus important que d'habitude car il s'agit d'une peinture métallisée. Cela implique d'être très précis sur les dosages et sur la pose. Là, c'est la zone qu'on a réparée, donc tout ce qui est partie gris clair. Après, on va venir appliquer les deux teintes différentes, tout en dégradant, pour après garder au maximum la teinte d'origine, parce que sur des teintes qui sont métallisées, on risque d'avoir des écarts de peinture, de nuances, parce que les paillettes se placent d'une façon ou d'une autre. Donc il faut essayer de dégrader au maximum pour garder la couleur d'origine. La couleur d'origine, c'est un beau rouge flamme. Et là, après, quand on prépare les teintes, en fait, c'est vraiment la goutte près. Parce que la moindre goutte de trop ou de moins, et ça change la couleur, en fait. C'est donc avec la plus grande minutie qu'Aurore prépare les peintures nécessaires à l'opération. Et allez, paf, sur les doigts. Ce qui est bien avec ces peintures, c'est que ça s'enlève bien. Donc là, il faut superposer ces deux teintes-là pour obtenir la teinte finale de la voiture. On met déjà celle-là, et celle-là par-dessus, parce qu'on voit qu'elle est réellement translucide. Donc là, c'est vraiment pour apporter les paillettes et les reflets. Ça met un petit peu de couleur dans ce monde de brut. La suite, ça se passe en cabine pour des raisons à la fois écologiques et pratiques. Ah, c'est une vieille cabine, elle fait un peu de bruit. Ça aspire pour éviter les poussières et ça ventile pour éviter tout un brouillard et que ça reparte à l'extérieur. Ça, c'est l'outil indispensable pour une carrosserie et peinture. Pour notre carrossière auto, il reste maintenant à enfiler la tenue réglementaire. On va activer le mode cosmonaute. Avant d'appliquer la première des 4 couches de peinture, en bonne professionnelle, Aurore passe un petit coup de tampon d'essuyage pour retirer les éventuels grains de poussière. Allez, c'est parti, on va peindre ça. Avec plus de 10 ans d'expérience en peinture auto, Aurore manie son pistolet pneumatique raccordé à un compresseur d'air avec dextérité et précision pour créer le fameux dégradé. Ça fait un petit peu peur, mais ça va finir rouge à la fin. Cette couleur-là, c'est la pire, je crois. Il faut faire toujours attention que ça soit tout bien uniforme, pas qu'on ait des endroits qui soient plus chargés que d'autres, parce que ça risque de faire changer la teinte, soit plus foncée, soit plus claire. Donc là, ce qui est compliqué sur des teintes comme ça, en plus, c'est que déjà, d'origine, c'est pas en usine par des robots. Nous, on sait pas en usine combien de couches, si elles sont chargées, pas chargées. Donc, c'est pas des peintures toujours faciles à faire. En peinture, on appelle charge toute substance rajoutée au mélange pour donner certaines qualités à la peinture. Une charge peut notamment améliorer la résistance et l'accroche de la peinture ou encore donner une apparence esthétique particulière, comme par exemple un aspect métallisé. Donc maintenant que la première teinte a bien séché, on va passer à l'application de la deuxième. Comme pour la première couche, avant d'être versée dans le pistolet, la peinture est filtrée afin d'éviter toute impureté. Et c'est parti pour la seconde teinte, un rouge légèrement translucide pour rehausser la première couche pailletée. On
Bon, bah là, ça a l'air pas mal. On n'a plus qu'à attendre que ça sèche pour remettre encore des couches jusqu'à ce que ça soit tout bien couvert. Parce que là, c'est pas assez rouge et il faut bien charger pour attraper la teinte. Pour ce pare-choc, Karen applique en tout 4 couches de peinture en alternant le rose brillant et le rouge pétant. Et pour terminer, elle devra passer 2 couches de vernis. On va faire le vernis parce qu'elle est en retard. Et on tape sur l'ordinateur, il nous donne les quantités. Toujours bien mélanger pour bien mélanger du coup le vernis, le durcisseur et le diluant. Et après ça devient bien translucide. Du coup on l'a dilué et catalysé. Donc là vu qu'il fait quand même chaud, faut pas trop traîner parce que ça sèche vite. Allez, en cabine. Conçu à partir d'une résine acrylique, le vernis pour carrosserie est indispensable pour protéger la peinture, lui offrir une apparence brillante, une finition parfaite et aussi une plus grande résistance aux agents chimiques comme les plus acides ou les rayons ultraviolets. Et voilà, maintenant les sécher. Le vernis va sécher à 30 degrés. Dans 1 heure, il sera sec en surface. Mais pour que toutes les couches soient sèches en profondeur, il faudra attendre 72 heures. En attendant, notre carrossière va donc devoir manipuler ce pare-choc avec la plus grande douceur. Bon, maintenant, ça a l'air d'être bien sec. Donc là, moi, je suis contente. Ça ressort bien, il est joli. Donc maintenant, on n'a plus qu'à le remettre sous la voiture et puis la on va chercher. Pas une minute à perdre, Karen dispose d'1 heure pour replacer le pare-choc avant que la propriétaire de la voiture ne vienne la chercher. Une opération délicate qui nécessite un sacré coup de main. Donc là, il faut surtout tenir le pare-choc sans le rayer et qu'il touche la carrosserie et tout bien brancher. Et puis tout mettre en place, quoi. Là, pour le moment, ça a l'air pas mal, tout ça. Étape suivante, remonter les feux arrière sans oublier de les rebrancher. Puis, replacer tous les plastiques au bon endroit. Voilà. C'est un peu un jeu de Tetris ou de Lego. Le pare-choc, il est en place, les feux sont remontés, c'est branché, faisceau aussi. Et ben, c'est tout bon. Opération réussie. Karen est pile à l'heure pour accueillir la cliente qui vient chercher sa voiture. Bonjour, je suis la maman de Sam. D'accord. Je viens récupérer ma Clio. La Clio, et ben voilà. Voilà. Une réparation qui aura coûté 500 € à la propriétaire de la voiture. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine. Pas tout de suite, mais j'envoie des clients. Je Pas de soucis. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Merci, au revoir. Mission accomplie. Surtout que pour notre carrossière, comme pour tous les garages, le bouche à oreille est primordial. C'est sur la Côte d'Azur à Nice que travaille Mathilde, une dépanneuse remorqueuse. Comme chaque matin, Mathilde débarque dans les bureaux de son dépôt. Salut tout le monde. Ça va très bien et toi? Ça va, ça va. Ça va? Moi c'est Mathilde, j'ai 27 ans et j'habite à Nice. Je suis dépanneuse remorqueuse et je fais ce métier depuis un petit peu plus de 2 ans, totalement par passion. C'est grâce à son patron que Mathilde peut enfin vivre de sa passion. Une passion très inattendue, n'est-ce pas Michel? Quand elle est arrivée, elle n'avait aucune expérience dans le dépannage et elle me dit depuis l'âge de 5 ans, je rêve d'avoir une dépanneuse. Donc c'était assez surprenant, mais en tout cas, c'est surprenant, mais c'est surtout sincère et ça traduit une véritable motivation, voire une vocation. Voilà. C'est pour ça que je lui ai donné sa chance. C'est une belle histoire. C'est une belle histoire. Merci. On va faire le tour. Si Mathilde opère sur le terrain, c'est au camp de base que s'organisent toutes les interventions de la journée. Donc là, on a Noémie, la chef d'exploitation. C'est celle qui s'occupe un petit peu de la logistique et ce qui va avec. Et de ce côté-là, ça va être tout ce qui a dispatch. Donc là, j'ai ma dispatcheuse qui est Marianne. Le dispatch va être l'organisation des dépanneurs sur la route, en fait, et sur le terrain. La devise de Mathilde, dépanner plutôt que remorquer. Et pour cela, il faut apprendre les bases de la mécanique. Dès qu'elle le peut, Mathilde se fait former à la mécanique. Ça tombe bien, au dépôt, la matinée s'annonce calme.
Mika, son collègue mécanicien, va pouvoir jouer le professeur sur ce véhicule présentant un problème d'embrayage. C'est ça que tu touches et que tu bouges quand par exemple il y a une vitesse enclenchée que tu veux l'enlever? C'est ça. C'est pour ça là tu as la tringlerie. Tu vas à ton levier de vitesse. Ok. Et là directement tu as tout ça qui bouge. C'est tout ça qui bouge. La dernière fois il y avait une vitesse bloquée, j'ai vu que Mécano il l'a pris, il a fait comme ça. Mais il n'a pas eu le temps de me montrer. Et je me suis dit, j'ai vu qu'il prenait sur le support de feuilles de lit, mais je ne sais pas comment il... C'est ça. Ok. J'ai des lacunes en mécanique parce que je pars de rien du tout. Il y a 2 ans, je n'y connaissais rien. Je me donne les moyens tous les jours pour les combler, avec des livres, avec des vidéos, avec des bons garagistes qui sont gentils avec moi. Et j'apprends tous les jours sur le tas. Ok. Alors Mathilde, l'élève, dépassera-t-elle le maître? Là, on est en train de démonter les roues pour accéder à l'embrayage en dessous. C'est totalement nouveau, un embrayage, j'ai jamais eu l'occasion de le faire. Et ça commence à taper de la mécanique un petit peu complexe, où on commence un peu à tout faire tomber. Une fois que tu enlèves le cache, là, on prend, on vidange la boîte. Ouais. Après, on sort les cardans. Ça, on sortira les triangles, là. Ok. On sort et on enlève les cardans. Et après, on peut démonter tout le reste. Le démarreur part en bas, ce qui reste. Et après, on fait tout le contour de boîte. Allez, attends. Un embrayage, c'est super intéressant parce que pour faire un embrayage, on est obligé de vidanger la boîte, de sortir les cardans, de sortir les roues. Et en fait, toutes ces étapes-là sont vachement essentielles à comprendre le fonctionnement d'un véhicule, de l'énergie, des fonctionnements des cardans, des différentiels. C'est les plus grands. Ouais, les plus courts. c'est ça. J'allais dire pourquoi il est plus grand, plus long et qu'il y a ça. Parce que du coup, la boîte, elle n'est pas au milieu. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Elle est excentrée, donc tu es obligé d'aller rattraper. Donc ça, c'est un renfort pour pas le fragiliser vu qu'il est plus... Ok. Moi qui apprends sur le tas, si on ne va pas me le montrer étape par étape, le fonctionnement de chaque pièce, je ne pourrais pas le deviner forcément. C'est des logiques, mais si on ne nous l'apprend pas, on ne peut pas le deviner. Là, tu laisses. Hop. Hop. Tire lui et le cardan. C'est comme ça. Ah, Là, ok, tu c'est passes. bon, j'ai compris. Là, j'ai appris beaucoup de choses en même temps en faisant juste un embrayage. Donc, c'était vachement intéressant pour moi et vachement essentiel pour continuer mon travail. Elle fait du très bon boulot. Ça va. Elle écoute et elle fait ce qu'il y a à faire, donc ça va. Allô? Allez, vas-y, on va. C'est bon, j'y vais de suite. L'embrayage, c'est fait. Mathilde doit maintenant se rendre sur un dépannage. À quelques kilomètres du dépôt, un véhicule refusant de démarrer met en désespoir sa propriétaire. C'est l'heure de mettre la théorie en pratique. Alors, quel est? Il y a un problème. On a un problème. C'est à Béziers qu'Alicia, notre mécanicienne voiture, a ouvert son garage il y a seulement 3 mois avec un associé. Je m'appelle Alicia Faucon, j'ai 26 ans et j'exerce comme métier la mécanique automobile. Pour notre mécano, la journée commence par une intervention en apparence des plus simples. Un client lui a amené une voiture allemande qui toussote, une défaillance courante. Voilà. En général, il s'agit d'un problème d'allumage, souvent lié aux bougies vieillissantes. Mais parfois en mécanique, une difficulté peut en cacher une autre. Je vais pouvoir retirer toutes mes petites bobines. J'essaie de ne pas les casser. Voilà, celle-là, j'ai trouvé ma coupable. Hein. Ah, qui... elle est cassée là-dedans. Une bobine d'allumage cassée et qui ne fait plus contact avec la bougie. C'est certainement l'origine de la panne. Mais il y a plus grave. J'ai mon petit morceau de caoutchouc qui est dedans. Il est resté sur ma bougie. Ça, c'est bête, ça. Il est cassé autour de ma bougie. Du coup, je peux pas accéder au pas de vis de ma bougie.
Avec cette tige mécanique flexible, munie de 3 petites griffes rétractables, Alicia part à la pêche aux petits bouts de caoutchouc. C'est comme à la fête foraine, avec les peluches. Je suis nulle à ce jeu, donc vraiment... Tant pis pour la pêche au canard. C'est maintenant avec une soufflette haute pression qu'Alicia espère pouvoir éjecter les débris de la bobine pour enfin libérer l'accès à la bougie. Ça a marché à moitié. Ça a enlevé un gros morceau. Changer des bougies, ça prend 10 minutes. Et ben voilà. je me retrouve à faire ça depuis 20 minutes. Voilà, je les ai bougés. Normalement, ils vont sortir en soufflant fort. Sur ce problème de bougie, Alicia va-t-elle enfin voir la lumière au bout du tunnel? Voilà! Je peux enfin enlever ma bougie. Incroyable. Voilà. Ouais, quand ça se passe bien, ça se dessert direct. Purée. Voilà, bien évidemment. On va aller la chercher, la coquine. Alicia vient de trouver la panne qui faisait tout sauter la voiture. En effet, il n'y avait plus de contact entre la bougie et la bobine, donc plus d'explosion dans l'un des cylindres. Résultat, la voiture ne tournait plus que sur 3 cylindres au lieu de 4, d'où les tout sautements remarqués par le propriétaire. Notre mécanicienne va donc devoir commander une nouvelle bobine. Mais en attendant, elle peut remplacer la vieille bougie par une bougie toute neuve. Vérifie que ce soit la même. C'est la même. Hop. Et là on est bon. Je ne serre pas plus. Et voilà. Là, on est bon. Et suivant. C'est ça aussi la mécanique. Se retrouver avec des surprises. Quelque chose qui dure 10 minutes. Surprise, on met une demi-heure. Bon, c'est comme ça. Ça va aller mieux. Tout ça pour une bougie. Loin d'être découragée, Alicia garde le sourire. Mais quand on vient d'ouvrir un garage, la route vers le succès est souvent semée de petits débris. À l'autre bout de la France, près d'Angers, ce n'est pas sur des voitures, mais sur des motos que Karen travaille. Et pas n'importe quelle moto, des motos italiennes dont Karen est passionnée. Je suis Karen Baranger, j'ai 35 ans. Je suis mécanicienne moto. Je suis aussi patronne de mon atelier et spécialisée dans une marque italienne. Aujourd'hui, on va réparer cette moto-là, un 848 Evo. Le client est venu nous voir parce qu'il a un problème de passage de vitesse. C'est quelque chose qui peut arriver, mais c'est pas courant. Et donc, on va réparer cette moto aujourd'hui. Dans ce genre de situation, la panne peut provenir du système d'embrayage. Karen va donc démonter le carénage, puis vidanger, pour ensuite déposer le récepteur d'embrayage, la biellette de sélection ainsi que le carter de chaîne pour enfin accéder au carter de l'alternateur. Normalement, le sélecteur, il doit être dans cette position-là. Et là, le client, en fait, il n'arrive plus à passer ses vitesses parce qu'on a un ressort de caisse. Donc, pour résoudre le problème, je vais remplacer un ressort qui est derrière ce carter-là. Le carter d'alternateur. Première étape, la vidange. Elle permettra à Karen de connaître l'état général de cette 848 Evo. L'huile est super propre. Donc, voilà. On sait à quoi s'en tenir. Alors, si vous aussi, vous avez un 848 ou les Superbike de cette génération, ici, vous avez une cosse. Une connexion là, celle-là. Il faut souvent la débrancher et chasser l'humidité et mettre un peu de lubrifiant pour que les contacts se fassent toujours bien. On va mettre ça par là. Pour Karen, le nettoyage régulier permet de mieux travailler. Comme en cuisine, on nettoie toujours plein de travail. Très important parce que pour faire la cuisine, il faut que ce soit propre. Eh ben c'est pareil. Alors là, on a le récepteur d'embrayage. Et en fait, je vais le desserrer aussi du carter. Et oui, toutes les pièces étant fixées ensemble, ce récepteur d'embrayage va gêner la dépose du carter. Karen va donc devoir le démonter. Et on recommence.
Quand on est une femme, c'est vrai qu'il y a des opérations mécaniques qui sont plus compliquées à faire parce qu'on n'a pas la force de serrer ou de desserrer certaines choses, donc parfois ça peut être compliqué. Après, la mécanique aujourd'hui est devenue beaucoup plus accessible avec tous les outils qui sont faits. Une fois qu'on a ces outils-là, tout fonctionne. Alors là, je vais déposer la biellette de sélection qui est fixée donc, sur la sortie de sélection ici, parce qu'en fait, elle est fixée sur un arbre cannelé. Et si je veux sortir le carter, il faut que je puisse enlever cette pièce-là d'ici. Alors, on va faire un repère. Mais avant d'enlever cette pièce, Karen va prendre ses précautions afin de ne pas changer les réglages de son client, car la biellette du levier de vitesse est positionnée au millimètre près. Là, en fait, le sélecteur, il est réglé par rapport au pied du propriétaire de la moto. Si moi, je ne leur mets pas la bonne cannelure, bah, il va être mal à l'aise. Il va me dire « Ah, c'est bizarre, je passe moins bien les vitesses qu'avant. » Donc là, moi, je vais faire un marquage ici. Comme ça, je mettrai bien mes cannelures en face du trou quand je vais reposer la sélection. On dépose le carter. Ah. Ceci est mon outil préféré. Quand je me penche à droite, hop, il visse. Et si je me penche à gauche, il dévisse. Eh ouais. Hein, c'est pas la classe? C'est quand même trop bien ce truc. Moi, je suis une vraie gamine, j'adore tous ces trucs. Je suis comme les enfants. Ok. Retour à l'enquête du jour. D'où vient la panne qui empêche la moto de passer les vitesses? Quand je tape un coup, ça décolle toujours un peu les filets, donc en fait, c'est super facile à desserrer après. Je force pas. Il suffit juste de taper un coup pour décoller les filets du taraudage à l'intérieur du carter. Et au moins, on n'abîme pas l'empreinte et on enlève la vis facilement. Quand je vais déposer le carter, je vais encore avoir de l'huile qui va couler. Regardez comme l'huile est propre. Ça, c'est de l'huile propre. Chaque moto, chaque moteur a besoin d'une huile spécifique. Et sur ces moteurs-là, avec des pièces lourdes, des pièces comprimées, on a besoin quand même d'une huile visqueuse. Avec le type d'huile que nous, on met dans ces motos, on a vraiment une huile épaisse pour tout de suite quand même pouvoir lubrifier à froid et aussi toujours bien lubrifier à chaud des pièces qui sont lourdes et donc qui compriment beaucoup. Le choix de l'huile est primordial et dépend de l'utilisation de votre moto. Choisir une huile appropriée vous permettra donc de conserver un moteur en bon état. L'objet du crime. Leur sort qui est cassé, il est là. Une fois le volant moteur retiré, Karen a accès au carter et peut confirmer que le problème vient bien d'un ressort cassé. Et pour trouver ce petit ressort, il aura fallu entre 4 et 5 heures. Concernant la facture, un ressort de ce type coûte 3,70 €. En comprenant la main-d'œuvre, celle-ci s'élèvera à 603,70 € tout rond. Tout est bon, il n'y a plus qu'à remplacer et puis après on referme et on remplit en eau et en huile. Retour à Nice, où notre dépanneuse et mécanicienne en herbe Mathilde est appelée en renfort sur une voiture qui ne veut plus démarrer. C'est le moment pour elle de mettre en pratique ses cours de mécanique. Là, j'arrive sur le dépannage dans 30 secondes. Le véhicule ne devrait pas être loin. Voilà, ils sont là-bas. Allez. La propriétaire était sur le départ quand sa voiture a calé. Depuis, impossible de la redémarrer. Ça, madame. Alors, montrez-moi voir ça. Je cale, ça arrive aux gens bien. Je redémarre. Rien. Là, il n'y a rien. Vous voyez? Alors. Plus rien? Je vous prends la clé, je mets un petit coup de clé comme ça, déjà je regarde. Faites un petit coup de comme vous voulez. Hein. Alors. Elle nous aime pas. Hein. Elle nous aime pas.
Et voilà, les véhicules qui sentent qu'ils vont finir sur 2 roues à se faire tracter. Et ils veulent pas. Par contre, on a un voyant stop. Il y a un problème. On a un problème. En effet, on apprend ça lorsqu'on passe le permis. Un voyant rouge qui s'allume signifie un problème en cours. Alors, vous étiez en train de rouler? Non. Vous avez roulé aujourd'hui? Pas du tout, ça fait 3 jours que je ne roule pas. Je voulais la prendre, j'allais dîner chez des amis, ouais. L'idée générale. Il n'y a rien. On avait déjà le voyant? Non, aucun voyant, rien du tout. Je crois qu'on roule sans eau, madame. Hein? Et à mon avis, elle s'était mis en sécurité. Les cours de mécanique semblent payer. En 5 minutes, Mathilde a trouvé le problème. La voiture en manque de liquide de refroidissement s'est arrêtée. Dans ce cas, l'astuce, c'est de remplacer ce liquide par de l'eau, le temps de trouver un garage. Bravo Mathilde. Là où je suis particulièrement bonne, c'est que je ne vais pas lâcher des situations qui vont être un petit peu complexes, un petit peu chiantes, un petit peu embarrassantes pour tout le monde. Et quoi qu'il en soit, je vais dépanner le véhicule. Je vais trouver les solutions, même si je galère, je vais y arriver. Là, je vous ai mis un petit peu d'eau, d'accord? Moteur chaud, vous allez en acheter, mais vous le mettrez que demain, moteur froid. Demain matin, je redescends tranquillement. Voilà. D'accord. Le manque de liquide de refroidissement. Voilà déjà une anomalie détectée par Mathilde. On fait un petit coup. Alors. Mais en vérifiant que tout fonctionne, la jeune niçoise s'aperçoit qu'il y a un autre problème. Alors qu'elle est? Alors. Et oui, le souci ne vient finalement pas que du liquide de refroidissement. On a toujours le voyant. Mathilde repart donc à la recherche de la panne. Ça marche pas du premier coup. Hein. C'est un métier qui nécessite aussi de la tête. C'est pas un métier où on pose le cerveau et on fait bêtement les choses. Bon, ben ça vous a permis de savoir déjà que vous rouliez sans eau. Voilà. On est là. Vous l'avez fait changer où, la batterie? Je me souviens plus. Vous savez pas? Bon, on va bricoler ça. Mathilde semble avoir trouvé la responsable. Cette batterie mal reposée par le garagiste et dont l'un des pôles n'était plus en contact avec la cosse, empêchant la voiture de s'allumer. Des fois, la première technique, elle marche pas. Tu refais, la deuxième technique, hop, emballé, c'est pesé, tu prends, tu sors et tu vas. Tout, c'est bien arrivé. Alors, on essaie au max. Le problème, c'est que ce n'est pas la vis d'origine, du coup, ça ne sert pas. Exactement. Finalement, quelques outils seront nécessaires pour pouvoir resserrer cette cosse. Cette voiture n'aura plus de problème d'alimentation et devrait pouvoir redémarrer. Ouh là là. Elle bougera plus. Là, ben là, il vous a pété le support. Alors, je vais essayer de mettre un riselant là pour essayer de bien le bloquer, comme ça au moins. Il n'y a plus rien qui bouge. Cette attache est indispensable pour tenir en place et fermement stabiliser la batterie qui ne doit pas bouger de son logement. En bonne dépanneuse, Mathilde trouve une solution, temporaire certes, mais efficace. Ah oui. Allez, on est tout bon comme ça. Bravo Mathilde. Voilà, et vous n'oublierez pas de prendre de l'eau quand même, hein, du liquide de refroidissement. Hop, vous mettez deux mains à niveau. Alors, on sera tout bon. Mettez un coup de clé, qu'on soit sûr et certain qu'on n'ait plus de soucis. Sûre et certaine. Sûr et certaine. Alors. Vous êtes formidable. Allez, merveilleux. Merci à vous. Avec grand plaisir, madame. Les cours de mécanique ont payé. Mathilde a réussi à réparer plutôt que remorquer. La cliente repart avec sa voiture. Mon métier, c'est le dépannage. Donc, c'est l'aide au client en soi qui m'intéresse. Ah, la dame, elle a fait changer sa batterie en garage, la cosse, elle n'est pas remise, le support de batterie, il est cassé. C'est fait à l'arrache. C'est fait à l'arrache. Donc, quand ils voient une femme arriver, elles savent que je vais leur expliquer les choses avec des mots simples. Et je suis contente quand je vois des femmes qui repartent, qui sont rassurées. Mais la journée n'est pas finie pour Mathilde, qui enchaîne en général entre 7 et 10 dépannages par jour.
Direction Saint-Priest. C'est dans cette commune du sud-est lyonnais que Morgane, notre spécialiste de la cosmétique automobile et plus spécifiquement du covering, a ouvert son atelier. Je m'appelle Morgane Quétier, j'ai 26 ans. Je suis co-gérante d'un centre esthétique automobile. Une tendance plutôt récente qui a pris son essor de l'autre côté de l'Atlantique. Pour la jeune femme de 26 ans, les défis sont multiples au vu des très beaux engins qu'elle doit customiser. Ferrari F430 Spider, Porsche 911, Mercedes AMG et autres supercars. Dans son atelier aujourd'hui, plusieurs gros cylindrés à travailler et qui dit gros cylindré dit gros challenge pour Morgane car le moindre geste imprécis peut occasionner des dommages à plusieurs milliers d'euros sur ses voitures à 200 000 € en moyenne. Heureusement, la réputation de Morgane n'est plus à faire et ses clients lui font confiance, à l'image de ce monsieur venu avec sa Lamborghini Huracan gris mat. Alors, je vous apporte le bébé, ouais, c'est ça. Les clés. Ça fait 3 ans qu'on a ouvert et l'activité covering, on l'a lancée il y a 1 an et demi, 2 ans. Notre demande est vraiment focalisée sur du particulier qui souhaite personnaliser sa voiture. C'est souvent quand même des véhicules un peu premium. Donc ça, c'était bien. Ça, vous voyez, sur le côté, je l'aurais fait un petit peu plus... Enfin, après, c'est à vous de voir, vous avez plus l'habitude que moi. Je le voulais un petit peu plus présent, mais sinon, les rétros, super bien. Et l'arrière, c'était là, je voulais un petit peu plus, vous savez, sur le pare-choc. Bon, on va le voir sur votre voiture directement. Le propriétaire de cette belle voiture est venu pour mettre quelques touches de couleur. Au début, je pensais ça. J'ai pensé à vous. Je pensais ça. Vous voulez carrément le Je sais pas, c'est vous qui me dites. Parce que si vous voulez, quand j'ai fait la simulation avec la graphiste, je trouvais que ça cassait la dynamique. Eh bien, vous savez quoi, je vous fais confiance. C'est pas un substitut de la peinture, le covering, c'est vraiment une personnalisation. On veut garder sa voiture d'origine avec sa couleur, mais on a envie d'un petit changement, même de la protéger un petit peu des agressions extérieures. Donc on va poser un film dessus. Je vais juste vous montrer un rouge. C'est vraiment réversible, non permanent. On peut vraiment le changer quand on en a marre. C'est ça que je voulais. Vous voyez, ça va très bien. C'est en rouge vif, ouais. Très bon. Parce que j'ai peur que sinon ce soit trop clair ou trop orangé. Non, je voulais comme ça, moi. Ouais, bah parfait. C'est vraiment laisser libre cours à son imagination et donner vraiment une personnalité à sa voiture pour qu'elle nous ressemble au maximum. L'affaire de Morgane fonctionne très bien aujourd'hui et c'est en partie grâce à sa communication sur les réseaux sociaux que cette ancienne étudiante en marketing sait très bien manier. Le covering n'est pas une activité, on va dire, connue du grand public. Au début, vraiment, notre demande était vraiment focalisée sur le traitement peinture, la rénovation, tout ça. Et petit à petit, elle s'est transformée sur le covering parce que, justement, j'ai commencé à communiquer énormément sur les réseaux sociaux. 1, 2, 3, come on, girl. Une arme de communication massive pour celle qui comptabilise près de 500 000 abonnés et plusieurs centaines de millions de vues. Des vidéos courtes mais terriblement efficaces et qui mettent en scène la jeune femme et ses bolides tout juste transformés. J'ai vraiment tout donné sur cette communication parce que les clients, quand ils arrivaient dans le centre, ils allaient directement vers Kevin. Et vraiment, en tant que femme, dans ce milieu, on est vraiment invisible. Même si on a beau travailler sur une voiture ou je sais pas, il y a quelque chose qui fait qu'on va pas nous considérer. Ces réseaux sociaux, ils ont une puissance de frappe énorme puisque ça nous rapporte, mine de rien, une bonne partie de notre clientèle et ça joue aussi en notre faveur en termes d'image. Donc c'est vraiment, je pense, un combo parfait. Une bonne communication et un travail bien fait. Voilà la recette du succès de Morgane. Après la Lamborghini, Morgane s'attaque à une Ferrari, commencée quelques jours plus tôt que le propriétaire a voulu mettre en gris mat partout. Il reste encore le bas de caisse à finaliser. Sur les parties qu'il me reste à faire, la partie la plus compliquée va vraiment être le côté avec la lame à l'avant pour savoir en fait comment est-ce que je vais vraiment découper mon film. Quels vont être les empiècements que je vais devoir placer pour qu'ils se voient le moins possible parce qu'en fait on est obligé de faire des raccords dans des déformations trop importantes sinon le film risquerait de se décoller. Évidemment, ces projets ont un prix qui varie entre 2 500 et 4 500 € pour un covering complet. Dans le milieu du covering, c'est vrai qu'on peut avoir vraiment des devis totalement différents d'un poseur à un autre parce que c'est le temps qu'on va mettre sur la voiture qui est le plus déterminant dans le prix. C'est vraiment la technique qu'on va mettre et le type de finition. Parce qu'il y en a, ils vont peut-être pas faire des retours jusque plus loin. Nous, on va aller un peu plus loin. Pareil, ça, c'est des éléments à prendre en compte dans le prix.
peut aussi prendre en compte le modèle de la voiture, c'est-à-dire de la taille, de la complexité par exemple de certaines pièces comme les béquets, les pare-chocs, des courbes différentes où on a besoin de plus de technique pour qu'il y ait moins de soucis derrière. Pour ce type de véhicule-là, je pense qu'on peut partir par exemple à 4300 et vraiment aller à bien plus cher. Voilà ce qu'il vous en coûtera si vous voulez entièrement changer d'aspect votre F430 Spyder. Mais outre le savoir-faire technique que requiert l'art du covering, il y a aussi le coût de la matière première qui, là aussi, fait envoler les prix. On a tellement de différentes gammes qu'on peut très bien avoir un devis à 2000, 1500 € et puis un autre à 3500 parce que on va prendre en compte, par exemple, l'épaisseur du film, la durabilité, les garanties proposées. Après, on peut avoir des couleurs, on va dire, classiques, comme du gris, du noir. Là, on n'aura pas de différence de prix. Mais si, par exemple, on veut des reflets particuliers, un aspect, une texture particulière, là, le film peut passer du prix du simple au double. Comme, par exemple, si un client veut un film chromé, avec vraiment cet aspect un petit peu miroir, brillant, là, on peut très bien être on peut très bien rajouter 1000, 1500 €, un peu plus sur le devis. Avec ce genre de prestations haut de gamme, Morgane tient à respecter les délais. Avec son associé Kevin, c'est le moment le plus stressant, la pose du film sur le pare-choc. Alors, qu'est-ce qu'on dit avant de commencer? On va y arriver. C'était une question ou... C'est pour moi. Franchement, si tu me laisses pas le temps de répondre, c'est pour me motiver. Quand je fais les pare-chocs, je me mets une pression à chaque fois en me disant il faut que je tire bien mon film pour pas qu'il y ait de décollement. Et je dirais que c'est ces petites parties complexes qui me mettent un peu plus de stress, je dirais. Voilà. Okay. Le pare-choc, c'est l'une des parties les plus techniques sur les voitures. Vas-y, décolle de là-bas. Le fait que Kevin m'aide, c'est vraiment un gain de temps et ça évite aussi également qu'il y ait des petits défauts. Par exemple, si j'étais toute seule à poser une grande pièce, je vais souvent devoir relever mon film, le repositionner parce que j'ai pas eu le bras assez long pour le prendre de l'autre côté. Et ça, mine de rien, entre-temps, il peut y avoir de la poussière qui se met dessous et là, on a après des petits défauts. Tire vers toi, là. Donc il est vraiment un soutien dans toute la prestation, mais tout ce qui va être vraiment finition, l'application, je vais le faire de mon côté. Après la pose, c'est donc l'étape du découpage qui nécessite d'être très précise pour ne pas endommager la carrosserie. Donc là, l'heure de la fin de journée approche. Donc il me reste en fait toutes les coupes de finition à faire sur le pare-choc. Donc c'est pour ça que je me presse un peu. Parce qu'il faut vraiment que je la termine pour ce soir, car demain, moi, j'ai une autre voiture qui arrive, donc j'ai pas le temps de déborder. Mais voilà, donc comme c'est les coupes de finition, c'est bientôt terminé, mais faut que ce soit fait, quoi. On va voir. C'est bon, c'est terminé. Tout est nickel. Le client il va être super content. On peut un peu se détendre là. Voilà 2 coverings terminés pour Morgane. Mais le ballet de belles voitures ne s'arrête pas pour autant. À venir, une R8 Spyder va avoir droit à un covering qui demandera une certaine dextérité. C'est là que ça se corse parce qu'il ne faut pas que j'aille trop loin dans ma coupe parce qu'on risque de voir le chrome dessous. Il va falloir que je sois concentrée pour vraiment couper là où il faut. Près d'Avignon, Aurélie, notre experte du changement de pneus XXL, est déjà en route vers un nouveau dépannage. Elle s'est spécialisée dans les interventions pneumatiques des poids lourds, machines agricoles et autres engins industriels. Je m'appelle Aurélie Requin, je suis opératrice en maintenance de pneumatiques en véhicules industriels. Nous ne sommes que 2 femmes. Le fait qu'on soit très peu dans ce métier-là, ça met un peu la pression. En effet, encore une journée bien chargée pour Aurélie, qui va devoir traverser plusieurs fois le département, ses déplacements étant rythmés par les besoins des clients. Est-ce que tu peux me le faire à 13h? Je suis en route là déjà. Tu as les pneus avec toi? Oui, j'ai les pneus avec moi, oui. Mais... Là, les pneus, ils sont vraiment entamés à l'avant. Là, je dis que je le temps, je peux pas rouler comme ça. C'est bon, ben, le temps que je fasse la route, c'est bon, ça marche. Allez, ciao. Ah, ciao. Ciao, ciao.
Ok, il y a tout qui s'enchaîne, c'est extraordinaire. Mais le truc, c'est que les rendez-vous, ils sont jamais à côté. Les rendez-vous s'enchaînent et s'accumulent, surtout l'été où les risques de crevaison sont plus importants avec la chaleur. Elle peut ainsi parcourir plus de 5000 km tous les mois. La haute saison, c'est souvent comme ça. Donc, vu que mon métier, c'est un petit peu de vivre au rythme des transporteurs, forcément. Donc là, je mets la pause déjeuner de côté. Hein, et puis, je mangerai beaucoup plus tard. Voilà, je vais y arriver. Hein. On va y arriver aujourd'hui. Là, du coup, je suis assez contente de moi parce que je suis pile poil dans le timing. Mon client vient d'arriver, donc il va me mettre le camion le plus facilement possible pour que je puisse intervenir le plus rapidement possible. Aurélie arrive sur son premier chantier. Ce poids lourd est sur le point de récupérer son chargement avant de prendre la route. Mais avant cela, les deux pneus avant doivent être changés. Les temps de trajet et les amplitudes horaires étant fortement surveillés, ce routier ne doit absolument pas prendre du retard sur son départ. Hop. Alors, on va mettre le complet là, parce que forcément, je suis au bord de la route. Je vais lui remplacer du coup les deux avant, parce qu'en fait, il attend pour être chargé, pour pouvoir reprendre la route après. Et comme le timing, il est très court, donc il va falloir que j'aille daille. Avec son unité mobile, Aurélie peut intervenir partout ou presque, à condition d'avoir sécurisé la zone au préalable. Pour s'attaquer à de tels engins, elle utilise de puissantes machines capables de soulever un poids lourd de 20 tonnes, à commencer par le cric. Voilà, pour le coup, je vais les tomber les roues, parce que là, on est sur un tracteur poids lourd. Donc là, j'ai pas le choix, il faut que je tombe les roues intégralement. Pas de réparation possible sur ces pneus, qui sont tout simplement hors d'usage. Aurélie doit retirer complètement la roue pour l'installer sur son démonte-pneus. Une manipulation qui réclame un peu d'huile de coude. Donc là, on est sur la roue qui pèse à peu près 100 kg. Avec une roue aussi lourde, le démonte-pneus est à la hauteur. Il peut accueillir des jantes allant jusqu'à 56 pouces et fonctionne avec la puissance d'une presse hydraulique. Une fois la roue montée sur l'engin, Aurélie utilise une grande barre en métal pour faire levier, laissant ainsi une prise pour le détalonneur. Sa force de détalonnage, comprenez la puissance nécessaire pour faire sortir le pneu de sa jante, peut aller jusqu'à 8 tonnes. Une fois le pneu déposé, place au nouveau. Aurélie met ses petits sachets remplis de billes à l'intérieur du pneu, puis un peu de graisse pour faciliter la mise en place. Là, je mets des sachets d'équilibrage à l'intérieur, c'est des petites billes qui vont venir se coller à l'intérieur du pneumatique quand le chauffeur il va commencer à rouler. Ça va éviter qu'il ait des tremblements. Le chantier avance vite et bien. Voilà un client satisfait et qui le lui rend bien. Merci. Ça va, Serge? Voilà, ça, c'est les petites bonnes choses du métier. Ça, des petites courgettes, c'est sympa comme tout. Nous, on en est très contents, donc c'est vrai qu'on fait souvent appel à elle parce que c'est très professionnel et que sur les pneus, je les ignore pas, quoi. C'est tellement dangereux d'avoir des mauvais pneus sur une semi ou un tracteur. Donc il y a un suivi constant. C'est vrai que c'est quand même un boulot assez physique et elle fait le boulot peut-être de 2 hommes. Donc de ce côté-là, elle est exceptionnelle, quoi. Place au regonflage des pneus. Et même sur cette étape qui paraît anodine, la précaution est de mise pour cette professionnelle. Quand on gonfle un pneu, il faut jamais se mettre en face du pneumatique. Il faut toujours essayer de se mettre en sécurité. Comme ça, s'il éclate, en fait, il ne nous tue pas au passage. Bon, même si le client il est pressé, il faut quand même mettre un petit coup de nettoyage au niveau du filetage, histoire que les écrous ne foirent pas au moment du serrage. Un petit coup de hop, tchouk, impeccable. Du coup, même s'il est pressé avant de partir, je vais quand même vérifier tout l'ensemble. C'est-à-dire que je vais vérifier et la semi visuellement et les arrières du tracteur. Parce qu'il s'en va et quitte à ce qu'il soit arrêté 2 secondes, au moins je peux regarder s'il y a un problème. S'il n'y a pas une petite crevaison qu'il n'aurait pas vue ou quoi que ce soit. Ça prend 2 secondes, ça ne mange pas de pain.
Pour cette prestation, Aurélie aura changé les 2 pneus avant et réalisé un check rapide de l'état de tous les pneus de ce semi-remorque en moins d'1 heure. Un exploit quand on sait qu'un pneu pèse une centaine de kilos et qu'il fait 35 degrés à l'extérieur. Rassuré, le chauffeur routier de ce poids lourd voit le chantier arriver à son terme. Il va pouvoir reprendre la route pile à l'heure. Bon, ben la mission, là, elle s'est bien passée. Hein. L'essentiel, c'est d'avoir bien serré les roues. Hein. Non, je plaisante. Non, ça s'est bien passé. Il part en temps et en heure. Bon, c'est toujours un peu le speed, mais bon, c'est comme ça. Hein. Aurélie, quant à elle, ne perd pas une minute. Si ce chantier s'est bien déroulé, elle doit désormais retraverser le département dans l'autre sens pour réaliser sa prochaine prestation. Et cela peut monter jusqu'à 6 prestations par jour. C'est à côté de Lyon que Morgane a ouvert son atelier de covering il y a 3 ans. Un covering normal prend en moyenne 1 semaine, mais parfois Morgane reçoit des missions plus courtes. C'est le cas avec cette grosse cylindrée que lui apporte un concessionnaire de voitures de luxe. Pour changer la couleur du logo et réaliser ce cover autour du pare-brise et de la calandre, Morgane devrait en avoir pour au moins 2 heures. Mais si la mission est censée être rapide, elle n'en est pas moins difficile. Allez, à plus, ciao. Car sur une voiture à quasiment 200 000 €, le moindre faux pas peut coûter très cher. C'est des parties qui me stressent parce que c'est les parties les plus complexes à faire dans le sens où il peut y avoir beaucoup d'angles, beaucoup de retours, surtout sur les sportives. Il y a une grande déformation, donc il y a beaucoup de risques aussi que dans le temps, ils se décollent. Donc je dirais que c'est vraiment ces parties-là qui sont un petit peu plus délicates à travailler. La difficulté principale de cette mission, la taille des parties à recouvrir. Certaines ne font que quelques centimètres. Aujourd'hui, c'est vrai que ça change des grandes parties, d'un covering complet. C'est des plus petites pièces, donc souvent, il faut simplement être concentré du début à la fin pour que lorsqu'on réalise des finitions, justement, on n'ait pas la couleur d'origine qui ressorte. Enfin, il faut juste faire attention à vraiment se concentrer pour pouvoir couper comme il faut. En effet, Morgane sait qu'elle n'a pas le droit à l'erreur. Après un nettoyage indispensable pour retirer toutes les poussières qui pourraient créer des aspérités sur le covering, place à la découpe au cutter, que Morgane sait très bien manier. Pour embellir cette décapotable, Morgane commence par appliquer un film noir brillant sur le contour chromé du pare-brise. Une opération qui nécessite un vrai savoir-faire. Car tout réside dans la façon d'étirer le film. Plus la tension est juste et plus le cover tiendra dans le temps. Mais l'étape suivante, la découpe au cutter, est encore plus délicate. Et c'est là que ça se corse parce qu'il ne faut pas que j'aille trop loin dans ma coupe parce qu'on risque de voir le chrome dessous. Donc c'est pour ça qu'il va falloir que je sois concentrée pour vraiment couper là où il faut et pas déborder. C'est à ce moment-là où il faut faire attention à l'endroit où on place sa lame parce qu'on peut même d'1 millimètre couper trop de film noir et se retrouver en fait avec la couleur d'origine apparente et quoi qu'il arrive, on est obligé de recommencer. C'est un travail minutieux et je pense qu'il faut aussi avoir une bonne vue quand même. Pour la suite, Morgane change d'outil. Cette mini raclette aimantée lui permet d'appliquer le film aussi bien dans des zones aux courbes serrées que sur les rebords difficiles d'accès. Et pour que tout soit vraiment impeccable, elle termine au pistolet à air chaud. Avec la chaleur, le film va alors être thermoformé et s'adapter parfaitement aux courbes du véhicule. Le tour de pare-brise est terminé. Il reste maintenant le tour de la calandre, particulièrement fin et donc difficile à couvrir. Je suis en train de masquer en fait les parties sur lesquelles je ne vais pas poser le covering. Ça me permet en fait à la fois de protéger ces parties, on va dire, de coups de cutter possibles, des choses comme ça. Mais surtout, moi, je le fais parce que quand je vais poser mon morceau de noir,
il va en fait vouloir se coller partout, donc c'est-à-dire même sur ces parties-là, et ça va me gêner pour le déplacer et bien faire ma calandre. Donc en mettant du scotch, je limite l'adhésion du film sur les parties qui ne m'intéressent pas. C'est plus facile après en fait pour poser sur cette partie toute fine. Pour cette opération, qui demande de la concentration, Morgane pose délicatement son film sur la calandre, avant de réaliser sa découpe au cutter avec une précision chirurgicale. Pour l'instant, tout va bien. Morgane passe maintenant directement au logo de la voiture. Petite astuce, elle le décolle avec du fil de pêche pour ne pas abîmer la carrosserie. Et pour enlever les dernières traces... Alors ça, c'est un disque gomme en fait qu'on clipse tout simplement sur une visseuse et c'est ce qui me permet d'enlever l'adhésif en fait. Et c'est avec une grande précision que notre pro du cover place parfaitement le nouveau logo noir brillant. Voilà, là c'est terminé. Quand ça se termine comme ça, je suis toujours contente. Surtout quand je peux voir le résultat. Alors, c'est parfait. Je fais toujours mes petites photos pour les réseaux. Morgane peut être fière. Ce cover minimaliste qui recouvre des petites parties de la carrosserie était un vrai challenge. Et elle l'a réalisé en 2 heures comme prévu pour un coût de 250 €. Si sur cette voiture, il n'y avait qu'une infime partie à changer, sur d'autres, les chantiers sont plus impressionnants.